Je m'appelle Julien et pendant 12 ans, j'ai cru connaître ma femme, Véronique. Ce prénom résonnait pour moi comme une mélodie, comme une promesse, comme un foyer. Nous nous sommes rencontrés à l'université à Bordeaux. Elle étudiait les lettres modernes, moi l'informatique. Je me souviens de cette soirée d'octobre dans un bar à vin du quartier Saint-Pierre, la première fois que nous avons discuté. Elle parlait de Baudelaire et de Rimbaud avec une telle passion que j'en ai oublié l'existence du monde en dehors de son regard. Elle avait 21 ans et portait un manteau bordeaux trop grand, déniché dans une friperie. Nous nous sommes mariés 3 ans plus tard dans une petite église près de Limoges, où elle a grandi. Sa mère a pleuré pendant toute la cérémonie et mon père a porté un toast à l'amour qui résiste à l'épreuve du temps. Je croyais en chaque mot. Nous nous sommes installés en région parisienne, à Boulogne-Billancourt, dans un appartement petit mais chaleureux, avec un balcon donnant sur une cour calme. Je travaillais comme développeur pour une société de logiciels bancaires. Les horaires étaient lourds, mais le salaire nous permettait de vivre confortablement. Véronique a trouvé un poste dans une maison d'édition. Elle corrigeait des manuels scolaires de français. Notre vie suivait un rythme simple. Réveil à 6 heures, petit déjeuner sur le pouce, café dans des thermos pour la route. Le soir, nous cuisinions ensemble, regardions des séries, planifions nos vacances. Chaque été, nous partions en Normandie. Nous louions une petite maison à Deauville ou Honfleur. Nous ramassions des coquillages sur la plage, mangions des fruits de mer frais sur le port. L'hiver, nous allions dans les Alpes, à Chamonix. Véronique adorait la montagne, même si elle n'était pas très douée à ski. Elle riait à chaque chute, et je l'aidais à se relever époussetant la neige de sa veste. Je pensais que c'était ça, le bonheur. Je pensais que ce quotidien, cette prévisibilité, était le fondement de quelque chose de durable. Je me disais que nous étions heureux à notre façon, calmement, sans grands gestes, mais sûrement. Je lui achetais des fleurs chaque vendredi, toujours des pivoines quand c'était la saison, car elle adorait leur parfum. Je n'oubliais jamais son fromage préféré d'une petite fromagerie locale, et je lui en rapportais dès que je passais par là. J'aidais sa mère avec les courses quand nous allions à Limoges. J'étais, je le pensais, un bon mari. Mais quelque part, après la 10e année de mariage, des fissures sont apparues. Minimes, invisibles au début. Véronique restait plus souvent tard au travail. Elle expliquait que la maison d'édition avait des problèmes, qu'il y avait plus de manuscrits à relire, que les délais étaient insérés. Je la croyais, car pourquoi ne l'aurais-je pas cru? Elle a commencé à aller à la salle de sport 3 fois par semaine. L'idée me plaisait, je lui disais que c'était génial qu'elle prenne soin d'elle. Elle a changé de coiffure, acheté de nouveaux vêtements, plus audacieux que d'habitude. Elle disait vouloir se sentir mieux dans sa peau, qu'à 33 ans, il était temps de s'entretenir. Un soir, je crois que c'était en décembre, nous étions assis dans le salon près du sapin que nous avions décoré ensemble la semaine précédente. Véronique regardait son téléphone et a soudainement lâché que j'étais prévisible. Juste comme ça, sans contexte. Je l'ai regardé, surpris. Prévisible? Qu'est-ce que ça voulait dire? Elle a expliqué que notre vie était monotone, que chaque jour était identique, qu'elle manquait d'excitation, d'aventure, qu'elle se sentait comme dans une cage, même si c'était une cage dorée. J'ai essayé de discuter, demander ce que je pouvais changer, ce qu'elle voulait faire différemment. Elle a haussé les épaules et a dit qu'elle ne savait pas elle-même, que ce n'était pas ma faute, que c'était juste la nature des longues relations. J'ai décidé de faire quelque chose. Ses 34 ans approchaient en février, et j'ai pensé que c'était le moment idéal pour une surprise. J'ai commencé à planifier. Je voulais réserver un week-end à Chamonix, dans cet hôtel de luxe avec spa dont elle m'avait parlé un jour. J'imaginais un dîner aux chandelles, des massages, des promenades face au Mont Blanc. J'économisais, mettant de côté un peu sur chaque paie. Je réservais des tables dans les meilleurs restaurants, cherchais des détails qui la surprendraient. Pendant ce temps, Véronique devenait de plus en plus distante. Elle m'embrassait sur la joue au lieu des lèvres. Elle se couchait en me tournant le dos. Quand j'essayais de la serrer dans mes bras, elle se raidissait. Elle disait être fatiguée, avoir des courbatures à cause du sport, avoir besoin d'espace. Et moi je croyais toujours que ce n'était qu'une crise passagère, que tout reviendrait à la normale, que ma surprise réparerait tout, comme je me trompais. Janvier de cette année-là a été particulièrement froid. Le thermomètre descendait bas, la grisaille parisienne était constante.
Véronique sortait souvent le soir, disant qu'elle allait au sport ou voir sa collègue Martine. Elle restait dehors 3, 4 heures. Elle rentrait décoiffée, les joues rosies par le froid. Elle disait que l'entraînement avait été intense ou qu'elles avaient bavardé avec Martine dans un café. Un soir, je crois que c'était le 18 janvier, Véronique a oublié son téléphone sur le plan de travail de la cuisine. Elle est allée à la salle de bain, j'ai entendu le bruit de la douche. Le téléphone a vibré. Normalement, je n'aurais pas regardé, mais l'écran s'est allumé et j'ai vu le message. Tu me manques. Quand est-ce qu'on se revoit? L'expéditeur était enregistré sous Damien, salle de sport. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. La salle. Qui est Damien? Un ami de l'entraînement? Peut-être un coach? Mais ce « tu me manques » sonnait trop intime. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je n'avais jamais fouillé dans son téléphone. Je lui faisais une confiance aveugle. Mais ce message, ce ton, quelque chose en moi, hurlait que je devais vérifier. J'ai pris le téléphone, je connaissais le code. C'était notre date d'anniversaire de mariage. J'ai ouvert les messages. J'ai fait défiler la conversation avec ce Damien. Et tout était là. Des mois de correspondance, des photos, des plans de rendez-vous. Hier, c'était incroyable. Je n'arrête pas d'y penser. Où, cette fois? Dans le même motel sur la 6? J'aime la façon dont tu me touches. Je lisais ces messages et j'avais l'impression qu'on me plantait un couteau entre les côtes pour le tourner lentement. Je suis passé à la galerie photo. Il y avait des clichés qui n'étaient pas destinés à mes yeux. Véronique en lingerie fine, que je ne lui avais jamais vue. Des selfies depuis un lit dans une chambre d'hôtel, sur fond de murs rouges et de lumière tamisée. Des photos d'un type, musclé, tatoué. Des photos d'eux ensemble, s'embrassant, souriant. Mes mains tremblaient. J'entendais toujours le bruit de la douche en fond, mais il semblait lointain, comme venant d'un autre monde. J'ai trouvé l'historique des appels. J'ai vérifié les dates. Premier message fin septembre. Presque 4 mois. 4 mois de mensonges. 4 mois où elle disait aller au sport, alors qu'elle filait dans des motels de banlieue. Je notais les détails mentalement. Un motel près d'Orly, un hôtel à Versailles, un endroit dans Paris appelé Love Rooms, proposant des chambres à thème. J'ai vu les factures en pièces jointes dans les mails. Je suis retourné au message. Lui écrivait des choses que je disais autrefois. Qu'elle est belle, qu'elle est unique, qu'il veut passer chaque instant libre avec elle. Elle répondait qu'avec lui, elle se sentait vivante, qu'elle ne s'était jamais sentie aussi désirée, que son mari est un homme bon, mais ennuyeux, sans étincelle, sans spontanéité, qu'avec moi, la vie n'est qu'un grand emploi du temps, alors qu'avec lui, c'est l'émotion, l'adrénaline, les vrais sentiments. J'entendais ces mots dans ma tête et quelque chose s'est brisé en moi. Je n'ai pas pleuré. C'était étrange. Je m'attendais aux larmes, mais il n'y avait qu'un immense engourdissement, comme si on m'avait arraché le cœur pour laisser un trou rempli de glace. La douche s'est arrêtée. J'ai vite reposé le téléphone exactement où il était. Je suis retourné au salon, je me suis assis sur le canapé, j'ai allumé la télé. Je ne voyais pas ce qui était à l'écran. Je ne voyais que ces photos, ces messages, ces mots. Véronique est sortie de la salle de bain en peignoir, les cheveux mouillés, la peau sentant la lavande. Elle a pris son téléphone, a parcouru ses messages, n'a rien remarqué. Elle m'a souri, de ce sourire habituel, comme si de rien n'était. Elle a dit qu'elle avait faim, m'a demandé si je faisais le dîner. J'ai hoché la tête. Je suis allé à la cuisine, j'ai commencé à couper des légumes. Mes mains effectuaient les mouvements machinalement, mais mon esprit était ailleurs. Les jours suivants, j'ai vécu dans un étrange dédoublement. De l'extérieur, j'étais le même Julien qui allait au travail, discutait projets avec ses collègues, rentrait, cuisinait, regardait des films. Mais à l'intérieur, un plan me consumait. Je devais en savoir plus. Je devais avoir la certitude, toutes les preuves. J'ai commencé à rassembler des informations comme un détective de série B, sauf que c'était ma vie, ma femme, mes 12 dernières années. Je vérifiais son téléphone quand elle dormait. Je faisais des captures d'écran. Je les sauvegardais sur mon ordinateur portable dans un dossier caché. J'ai trouvé des factures de motel dans sa boîte mail. Damien réservait à son nom, mais parfois elle payait par carte. Je voyais les sommes. 50 € pour 2 heures au Love Rooms, 70 au motel de l'autoroute. Je calculais. Des rendez-vous chaque semaine, parfois 2 fois.
Cela devait représenter plusieurs milliers d'euros en 4 mois. Et moi, je collectionnais les tickets de caisse de ces cadeaux. Un parfum Chanel à 150 € pour Noël. Une édition originale de littérature à 80 €. La réservation à l'hôtel de Chamonix, 1500 € le week-end. Le dîner dans un restaurant étoilé où il faut réserver 1 mois à l'avance. L'argent mis de côté. Le plan détaillé, tout ça pour la surprendre. Pour lui montrer que je ne suis pas prévisible. Mais elle collectionnait les factures de chambres à thème. D'endroits où elle s'amusait avec un autre type, pendant que je faisais des heures sup pour payer notre vie commune. Quand je pensais qu'elle était au sport, elle était allongée dans des draps de satin rouge, avec un miroir au plafond. Février est arrivé vite. Son anniversaire était le 10. Je me comportais normalement, je parlais du voyage, disais que j'avais une surprise. Elle souriait, disait que ce n'était pas nécessaire, qu'elle appréciait vraiment mes efforts. Mais je voyais comment elle regardait son téléphone, comment elle souriait à des messages qui ne venaient même pas de moi. C'est là que j'ai pris ma décision. Ma dernière surprise ne serait pas celle qu'elle attendait. Ce ne serait pas un week-end romantique à la montagne. Ce serait quelque chose de totalement différent. Ce serait une vengeance. Le plan a germé dans mon esprit progressivement, comme quelque chose qui pousse dans l'obscurité. Je ne voulais pas de cris, de scènes, d'assiettes cassées. Ça aurait été trop simple, trop évident. Véronique méritait quelque chose de plus raffiné, quelque chose qui lui montrerait que je suis peut-être prévisible en amour, mais qu'en vengeance, je peux être très, très créatif. Première étape, connaître l'ennemi. Damien, 28 ans, coach personnel dans une salle populaire du 15e, la même où Véronique allait soi-disant. J'ai trouvé son profil Instagram, tout était public. Photos d'entraînement, philosophie de vie saine, citations motivantes. En bio, coach perso, j'aide à atteindre vos objectifs, ton corps, ton futur. 9000 abonnés. Il avait l'air du coureur de jupons typique qui utilise son physique pour briser les mariages des autres. J'ai commencé à le suivre, pas physiquement mais numériquement. Je vérifiais ses posts, ses localisations. Il publiait des photos de divers endroits à Paris. Bars, clubs, salles de sport. J'ai appris qu'il vivait en colocation avec un autre coach. Il n'avait pas de copine officielle, du moins pas sur son profil. Sans doute parce que c'est plus facile de chasser les femmes des autres quand on n'a pas d'attache. Deuxième étape, comprendre la mécanique de leur rencontre. Véronique sortait toujours les mardis et jeudis soirs, parfois le samedi. Elle parlait de sport, de voir Martine, de délai à la maison d'édition. J'ai vérifié pour Martine. Elles travaillaient bien ensemble, mais Martine ne suivait même pas Véronique sur Instagram. De plus, Martine était débordée à cette période, elle gérait un projet et postait régulièrement des photos de son bureau tard le soir. La Libye de Véronique était donc une fiction totale. J'ai commencé à tout noter. Heure de départ, heure de retour, lieu mentionné. Je construisais une carte de ses mensonges. Je voyais avec quelle précision elle trompait, inventait des détails, mêlait de petites vérités à de gros mensonges pour paraître crédible. J'étais avec Martine dans ce nouveau salon de thé dans le Marais, leurs gâteaux sont délicieux. J'ai vérifié, le salon existait. Mais Véronique n'y était pas. Elle était dans un motel à l'autre bout de la ville. Troisième étape, protéger mes arrières. J'étais informaticien. Je savais comment gérer les données. J'ai fait des copies de toutes les preuves. Capture d'écran, factures, photos, messages. Tout crypté, sauvegardé à 3 endroits. Mon portable, un disque dur externe caché au bureau, et sur un cloud dont Véronique ignorait l'existence. Si jamais elle essayait de me faire passer pour le méchant, j'avais un arsenal capable de ruiner sa réputation en quelques secondes. Mais ce n'était pas qu'une question de preuve. C'était pour lui montrer que chaque décision a des conséquences. Que la trahison n'est pas juste un plaisir momentané, mais un choix qui détruit tout ce qui précédait. Je voulais qu'elle comprenne que je ne suis pas une victime qu'on utilise et qu'on jette quand on trouve mieux. J'ai commencé à planifier la surprise d'anniversaire nouvelle version. J'ai maintenu la réservation à Chamonix, le dîner. Mais j'ai ajouté un élément. J'ai envoyé un message à Damien. Pas de mon compte, bien sûr. J'ai créé un faux profil Instagram, photo de profil trouvée sur le net, une femme séduisante. Je lui ai écrit en privé. Je cherche un coach perso. J'ai vu tes résultats. On dit que tu es le meilleur. On pourrait se voir pour discuter des détails. Il a répondu en une demi-heure.
Bien sûr, toujours ravi d'aider à atteindre des objectifs. On peut se voir autour d'un café, parler entraînement. J'ai souri. Ce type était prévisible comme le lever du soleil. J'ai fixé un rendez-vous le 10 février, pile le jour de l'anniversaire de Véronique, dans un café du centre de Paris, à 16 heures. J'ai écrit que ce serait super, que j'avais hâte. Évidemment, je n'irai pas à ce rendez-vous, mais Damien attendrait. Et pendant ce temps, je serais avec Véronique sur la route de Chamonix, réalisant mon plan original de week-end romantique. Sauf que cette fois, la fin du film serait bien différente. 4e étape, la plus importante. Le contact avec la famille. Les parents de Véronique, Béatrice et Stéphane vivaient à Limoges. Nous avions toujours eu de bonnes relations. Stéphane me traitait comme le fils qu'il n'avait jamais eu. Je lui apprenais l'informatique, je réparais leur internet, j'aidais à la maison quand on visitait. Béatrice me cuisinait mes plats préférés. Ils aimaient leur fille aveuglément, mais ils l'avaient aussi élevée avec certaines valeurs. Des valeurs que Véronique piétinait maintenant. Je ne leur ai pas écrit tout de suite. C'était pour plus tard, au bon moment. Mais je savais que quand tout éclaterait, quand Véronique essaierait de se poser en victime d'un mariage ennuyeux, j'aurais quelqu'un qui connaîtrait la vérité, qui saurait les efforts que j'avais mis dans notre couple. 5e étape, nos amis communs. Je ne prévoyais pas d'humiliation publique. Je n'allais pas envoyer ces photos intimes à tout notre répertoire. Mais je savais que la vérité finirait par se savoir. Les gens sentent quand quelque chose cloche. Nos amis, collègues, voisins. Quand ils poseront des questions, quand Véronique devra expliquer notre divorce, j'aurai les réponses prêtes. Appuyées par des faits, pas des émotions. 6e étape, l'argent. J'ai vérifié nos finances. Nous avions un compte joint où tombaient nos 2 salaires. J'apportais la majorité. Je gagnais presque le double d'elle. Mais nous utilisions ce compte ensemble. J'ai vu des retraits en liquide que je ne pouvais identifier. 100 € par-ci, 80 par-là. Maintenant je savais. Pour les motels, les cadeaux pour Damien. J'ai décidé de sécuriser mon argent avant que quoi que ce soit n'arrive. J'ai ouvert un nouveau compte. J'ai commencé à y virer une partie de ma paie. Doucement, pour ne pas éveiller les soupçons. Fin janvier, j'avais déjà mis de côté 5 000 €. C'était mon argent, mon travail, mon avenir. Je ne comptais pas financer ces aventures. 7e étape, l'émotionnel. Je devais me préparer à ce qui allait suivre. À ces larmes, ces explications, ces tentatives de manipulation. Véronique était intelligente. Elle savait convaincre. Elle savait parler pour que vous vous sentiez coupable, même quand vous ne l'étiez pas. Mais cette fois, j'avais l'avantage. Je savais tout. Elle pensait être en sécurité, que ses secrets étaient bien gardés. Le 10 février approchait inéluctablement. Je lui ai acheté un cadeau. Un beau bracelet en argent avec une petite gravure à l'intérieur. Pour toujours. L'ironie était amère mais intentionnelle. J'ai fait ma valise, vérifié la météo à Chamonix. Tout semblait normal. Véronique était excitée. Disait qu'elle avait hâte, que c'était un geste si gentil de ma part. Mais je savais que ce week-end serait le début de la fin. Le jour de son anniversaire a commencé comme n'importe quel autre, sauf qu'il y avait cette tension invisible dans l'air. Je me suis levé tôt, j'ai préparé le petit déjeuner. Des crêpes, ses préférées. Je faisais le café quand Véronique est entrée en pyjama, échevelée mais souriante. Elle m'a embrassé sur la joue. Elle s'est assise et a commencé à manger, disant qu'elle était heureuse d'avoir sa journée, qu'elle se réjouissait du voyage. Je la regardais et je voyais 2 personnes. Celle que j'avais aimée pendant 12 ans et celle qui depuis 4 mois fréquentait des motels avec un inconnu. Je me demandais laquelle je voyais maintenant. Je lui ai donné le cadeau. Elle a ouvert l'écrin de velours, ses yeux se sont agrandis. Elle a pris le bracelet, a lu la gravure. Pour toujours, a-t-elle lu à voix haute. Elle m'a regardé avec ce qui pouvait être de l'émotion ou juste un bon jeu d'actrice. C'est magnifique, Julien. Vraiment, il ne fallait pas. Elle l'a mis à son poignet. Je le porterai toujours. J'ai souri. Je me suis dit que le pour toujours s'était terminé il y a 4 mois. Seulement elle ne le savait pas encore. Je n'ai rien dit. J'ai juste hoché la tête et proposé qu'on se prépare. La route vers les Alpes est longue. Je voulais partir avant 10 heures. On a chargé la voiture. Véronique prenait plus de vêtements que nécessaire pour 3 jours. J'ai demandé pourquoi. Elle a haussé les épaules, dit qu'elle aimait avoir le choix.
J'ai remarqué qu'elle avait mis dans la valise cette même lingerie en dentelle vue sur les photos du motel. J'ai senti mon estomac se nouer, mais je suis resté calme. Nous sommes partis vers 10h30. Autoroute du Soleil, direction le sud-est. Véronique a mis de la musique, une playlist Spotify. Elle chantonnait, on parlait météo, boulot. Tout était normal, comme si nous étions le même couple qu'il y a 2 ans. Quelque part à la hauteur de Mâcon, j'ai reçu un SMS. J'ai vérifié. Message du faux profil, réponse automatique programmée. Bonjour Damien, petit rappel pour notre rendez-vous aujourd'hui à 16h au Café de la Paix. À tout à l'heure. J'ai répondu moi-même en me faisant passer pour Damien. J'y serai, j'attends avec impatience. J'ai jeté un œil à Véronique. Elle regardait par la fenêtre. Elle n'avait aucune idée que son amant venait d'être envoyé à un rendez-vous fantôme. Elle ne savait pas qu'il serait assis dans un café parisien, attendant quelqu'un qui ne viendrait jamais, perdant son temps pendant que je l'emmenais dans un hôtel de luxe. On s'est arrêté sur une aire d'autoroute pour déjeuner. Sandwich, café. Véronique a fait un selfie pour Instagram. Elle a demandé si elle pouvait me prendre en photo. J'ai accepté. On souriait tous les deux, l'image du couple heureux. Personne voyant cette photo n'aurait pu deviner la réalité. Nous sommes arrivés à Chamonix vers 15h. L'hôtel était superbe, bois et vert, au pied des pistes. Monsieur et Madame Mercier, suite avec vue sur le Mont Blanc, c'est bien ça? J'ai confirmé. Véronique était ravie. La chambre était spacieuse, grand lit, balcon sur les sommets enneigés, baignoire balnéo. Une bouteille de vin nous attendait. On s'est installé. Véronique est allée sur le balcon. J'ai regardé l'heure. 16h15. Damien était assis au café, se demandant pourquoi cette femme était en retard. Dans 15 minutes, il enverra un message. Dans une demi-heure, il comprendra qu'on lui a posé un lapin. Une petite satisfaction, mais un début. Véronique a proposé une promenade dans le centre. J'ai accepté. Chamonix était bondé. Odeur de vin chaud et de fromage fondu. On a marché main dans la main. Le soir, dîner au restaurant gastronomique de l'hôtel. Véronique avait mis une robe noire élégante. Moi, un costume. Le dîner était exquis. On a parlé de nos débuts, de nos voyages. Elle a évoqué notre rencontre à Bordeaux, ma timidité d'alors. Tu te souviens? Tu n'arrivais pas à aligner 2 mots? Riait-elle. Je m'en souvenais. J'étais terrifié à l'époque. Elle était la plus belle fille que je connaissais. Et maintenant j'étais assis face à elle, sachant qu'elle me mentait droit dans les yeux depuis des mois. Que tous ses souvenirs avaient été trahis pour des frissons passagers. Au dessert, on lui a apporté un gâteau avec une bougie. Tout le monde a chanté. Elle a soufflé et m'a embrassé. Merci Julien, c'est mon meilleur anniversaire. J'ai souri mais je sentais le vide. Car je savais que demain, tout changerait. Demain serait ma dernière surprise. Je me suis réveillé avant elle. Il faisait encore nuit. Je la regardais dormir. Elle ressemblait à cette fille de Bordeaux dont j'étais tombé amoureux. Un instant, j'ai voulu tout oublier. Revenir au temps de l'innocence. Mais le moment est passé. Je me suis levé, longue douche brûlante. Je répétais mes mots. J'étais prêt. Preuve sécurisée. Plan millimétré. Quand je suis revenu, elle était réveillée, sur son téléphone. « Bonjour, bien dormi ?»« Bien », ai-je répondu. J'ai proposé une randonnée vers le lac Blanc. On devrait rentrer avant la nuit. Elle a accepté avec enthousiasme. Petit déjeuner à l'hôtel, mais je ne sentais pas le goût des aliments. On est parti vers 10h. Grand soleil, ciel bleu, froid piquant. Paysage magnifique. Après 1 heure de marche, on a atteint un petit replat avec un banc en bois. J'ai sorti le thermos de thé. Véronique était radieuse. C'était une super idée, Julien. Merci pour ce week-end. Je l'ai regardée. C'était le moment. Véronique, j'ai commencé calmement. Il faut qu'on parle. Elle m'a regardé, surprise. De quoi? De Damien. Son visage s'est figé. J'ai vu la peur dans ses yeux une seconde, vite dissimulée. De qui? Damien, le coach perso de ta salle. Ton amant depuis septembre. Elle a blêmi. La tasse tremblait dans sa main. Julien, de quoi tu parles? Je ne... S'il te plaît, l'ai-je coupé doucement. Ne mens pas maintenant. Je sais tout. Elle s'est tue. Elle cherchait une issue. Je suis au courant pour les messages. Ai-je continué? Les rendez-vous dans les motels, sur l'autoroute à Versailles, ce Love Hotel dans Paris.
Je sais pour chaque fois où tu disais être avec Martine. Je sais combien tu as dépensé. J'ai les captures d'écran, les factures, j'ai tout. Les larmes ont commencé à couler. Elle a posé sa tasse, caché son visage. Julien, je ne voulais pas. Tu ne voulais pas? Pendant 4 mois, c'était régulier. Ce n'était pas une erreur, Véronique. C'était un choix répété. Elle sanglotait. Pardon. Je suis tellement désolé. Je ne sais pas ce qui m'a pris. C'était une erreur énorme. Tu lui disais que j'étais ennuyeux. Ai-je dit, ignorant ses larmes. Que notre vie était un emploi du temps. Qu'avec lui tu te sentais vivante. Tu te souviens avoir écrit ça? Elle m'a regardé à travers ses larmes. Tu as lu mes messages? Ton téléphone? Quand tu étais sous la douche, le 18 janvier. Et plein d'autres fois quand tu dormais. Comment as-tu pu? C'est une violation de ma vie privée. J'ai ri amèrement. Ta vie privée? Véronique, tu m'as trompé pendant 4 mois. Tu m'as menti chaque jour. Et tu me parles de vie privée? Elle s'est tue. Elle savait qu'elle avait perdu. Tu sais ce qui est le pire? Ai-je continué? Ce n'est pas la tromperie en soi. C'est la facilité avec laquelle tu l'as fait. Comme tu mentais naturellement. Me regarder dans les yeux en disant que tu allais voir Martine alors que tu partais au motel. M'embrasser le soir alors que tu étais dans son lit quelques heures avant. Pardon, chuchotait-elle. Je t'aime, Julien. Vraiment. Non, ai-je dit fermement. Tu ne m'aimes pas. Les gens qui aiment ne font pas ça. Ils ne détruisent pas tout pour un divertissement passager. Je me suis levé. On rentre à l'hôtel. Tu fais ta valise et on rentre à Paris. Ce week-end est terminé. Julien, s'il te plaît. On peut en parler. Je ferai une thérapie, n'importe quoi. Je l'ai regardé. Véronique, il n'y a rien à réparer. C'est mort au moment où tu as envoyé le premier message à Damien. Le reste, c'est de la paperasse. Le retour à l'hôtel s'est fait en silence. Elle pleurait. On a plié bagages rapidement. La réceptionniste était surprise mais n'a rien dit. Sur la route du retour, Véronique a essayé de parler. Elle se sentait délaissée, manquait d'attention, des excuses pour rejeter la faute sur moi. Tu disais que j'étais prévisible? Ai-je fini par dire. Eh bien maintenant, tu vas avoir de l'aventure. L'aventure du divorce, du partage des biens, des explications à la famille. La vie avec les conséquences de tes choix. Arrivé à Paris tard le soir, je me suis garé devant notre immeuble. Elle voulait monter. J'ai secoué la tête. Ce soir tu dors ailleurs. Chez tes parents, chez Damien, où tu veux. Mais pas ici. Tu as 3 jours pour récupérer tes affaires. Je t'enverrai un SMS quand tu pourras passer. Je serai au travail. Julien, tu ne peux pas. Je peux. C'est mon appartement. Acheté avant le mariage, tu te souviens? Tu n'as aucun droit dessus. Elle est sortie, sa valise à la main, me regardant avec désespoir. J'ai redémarré. C'était la première partie. La vraie partie commençait. Première nuit seule. Silence assourdissant. J'ai préparé la suite sur mon ordi. J'ai contacté un avocat, Maître Dumont, spécialiste du divorce. Rendez-vous lundi matin. Je lui ai tout montré. Dossier très solide, a-t-il dit. Divorce pour faute exclusive? Oui. Et rapide. Le bien immobilier est à vous? Oui. Acte notarié. On a peu de biens communs. Pas d'enfants? Non. Ça devrait aller vite. Ensuite, la famille. J'ai appelé Stéphane, son père, le samedi soir. Il était joyeux au début, pensant qu'on était encore à la montagne. Stéphane, il faut qu'on parle. Je lui ai tout raconté. Il écoutait en silence, le souffle court. Je n'arrive pas à y croire. Notre Véronique? Je suis désolé de devoir vous l'apprendre. Mais je voulais que vous sachiez la vérité avant qu'elle ne donne sa version. Julien, je te crois. Je sais que tu ne mentirais pas là-dessus. Ça m'a soulagé. Son père savait. La vérité allait se savoir. Mardi, elle est venue chercher ses affaires pendant que j'étais au bureau. L'appartement était presque vide à mon retour. Elle avait laissé son alliance sur la table. Amour éternel. Je l'ai rangé dans un tiroir. L'étape suivante concernait Damien. Pas de violence. Juste une leçon. J'ai étudié son business. Tout reposait sur son image Instagram. J'ai créé un compte anonyme. J'ai commencé à commenter subtilement. Dommage que certains coachs ne soient pas pros avec les clientes. Puis des messages privés aux clientes régulières. Méfie-toi de Damien. Demande-lui pour Véronique. Semer le doute. En une semaine, moins de commentaires, des désabonnements. Quelqu'un a posté. J'ai entendu dire que tu avais des soucis de professionnalisme. Il a effacé, mais j'avais le screen.
Puis j'ai contacté son employeur, la chaîne de salles de sport. Mail anonyme à la direction. Un de vos coachs couche avec des clientes mariées. Risque pour votre image. Je ne sais pas ce que ça a donné, mais au moins, il saurait qu'on ne peut pas tout faire impunément. Véronique a essayé de me contacter pendant des semaines. J'ai tout bloqué. Elle a fini par arrêter. J'ai reçu les papiers du divorce. Faute exclusive, séparation de biens. J'ai signé. Première audience en avril. L'avocat a dit que ce serait bouclé pour l'été. Un soir de mars, assis dans mon appartement, je regardais le fauteuil vide. Je pensais à ces 12 années, à ce qu'on avait construit et qu'elle avait détruit. Je ne regrettais pas ma vengeance. Je n'avais aucun remords. J'avais fait ce qu'il fallait. J'avais montré que la dignité a un prix. Et je savais que c'était le début de ma nouvelle histoire. Une histoire sans mensonge. Une histoire où je ne serai plus prévisible. Je serai libre. Si tu as suivi cette histoire et que tu veux connaître la suite, abonne-toi, lâche un pouce bleu et dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Qu'aurais-tu fait à la place de Julien? Dis-le-moi.